Alors, bonjour tout le monde. Lors de cette vidéo, on va essayer de traiter le deuxième chapitre du cours de la microéconomie 2. Ce cours, bien sûr, est adressé aux étudiants de deuxième semestre, filière économie et gestion. Donc, ce chapitre intitulé La fonction des coûts et de l'offre. Nous commençons par la section qui met l'accent sur l'analyse des coûts de production. En effet, comme la théorie du producteur, on peut distinguer deux types d'analyse, l'analyse à court terme et l'analyse à long terme. Donc, on sait déjà qu'à court terme, l'un des deux facteurs de production est fixe et l'autre variable. Donc, dans ce sens, on peut distinguer entre le coût fixe et le coût variable. Et on peut écrire donc que le coût total est égal au coût fixe plus le coût variable. Donc les coûts fixes, ce sont des coûts qui sont indépendants de la quantité produite, alors que les coûts variables, ce sont des coûts qui varient en fonction de la quantité ou bien en fonction de la production. Il existe deux types de coûts variables. Il existe des coûts variables qui sont proportionnels à la quantité et des coûts variables qui ne sont pas proportionnels. Généralement, le coût total est une fonction de la quantité. On peut écrire que le coût total est égal à F de Q. À partir de cette fonction, nous pouvons exprimer deux formes du coût. Il existe le coût moyen qui représente le coût unitaire. Il est divisé en coût fixe moyen et en coût variable moyen. Et on l'obtient en divisant le coût total par la quantité. Donc le coût total est égal déjà au coût fixe plus le coût variable. Donc le coût moyen est égal au coût fixe divisé par la quantité plus le coût variable divisé par la quantité. Le coût fixe divisé par la quantité, c'est le coût fixe moyen. Le coût variable divisé par la quantité, c'est le coût variable moyen. La deuxième forme du coût, c'est le coût marginal. Donc, c'est le coût de production de la dernière unité. Autrement dit, il représente le coût supplémentaire lorsque le producteur souhaite produire une unité supplémentaire. Il est calculé en utilisant la formule suivante. Donc, c'est la variation du coût total divisé par la variation de la quantité produite. Dans le cas discret, pour le cas continu, c'est la dérivée de la fonction du coût total par rapport à la quantité. Passons maintenant à une application. Donc, le tableau suivant présente les coûts fixes et les coûts totaux correspondant à un producteur. Donc, on vous demande premièrement de calculer les coûts variables, les coûts moyens, les coûts variables moyens, les coûts fixes moyens et les coûts marginaux. Dans un deuxième temps, on vous demande de tracer la courbe des coûts moyens, la courbe des coûts variables moyens et la courbe des coûts marginaux. Donc, comme correction, pour la première question, les résultats sont les suivants. Donc, pour le coût variable, on sait déjà que le coût total est égal au coût variable plus le coût fixe. Donc, automatiquement, c'est le coût variable égal au coût total divisé par le coût fixe. Alors, c'est 100 moins 50 est égal à 50 pour produire une unité. Pour produire deux unités, c'est 128 moins 50 est égal à 78. Pour produire trois unités, donc c'est 148 moins 50, c'est 98. Pour produire 4 unités, c'est 162 moins 50 qui est égal à 112. Et ainsi de suite. Donc, pour le coût moyen, c'est le rapport entre le coût total et la quantité, c'est-à-dire le coût moyen égal au coût total divisé par la quantité produite. Donc pour une unité, le coût total c'est 100 divisé par 1. Le coût moyen c'est 100 divisé par 1, qui est égal à 100. Pour produire deux unités, c'est 128 divisé par 2, qui est égal à 64. Pour produire trois unités, c'est 148 divisé par 3, qui est égal à
49,33. Pour produire 4 unités est égal à 162 divisé par 4, qui est égal à 40,5 et ainsi de suite. Concernant le coût fixe moyen, donc est égal bien sûr au coût fixe divisé par la quantité. Donc c'est 50 divisé par 1 pour produire une unité, donc c'est automatiquement 50. Pour produire 2 unités, c'est 50 divisé par 2, qui est égal à 25. Pour produire 3 unités, c'est 50 divisé par 3, qui est égal à 16,67, et ainsi de suite. En ce qui concerne le coût variable moyen, donc c'est le rapport bien sûr entre le coût variable et la quantité. Donc c'est le coût variable divisé par la quantité. Donc pour produire une unité, le coût variable moyen est égal à 50 divisé par 1. Pour produire 2 unités, c'est 78 divisé par 2 qui est égal à 39. Pour produire 3 unités, c'est 98 divisé par 3 qui est égal à 32,66. Pour produire 4 unités, c'est 112 divisé par 4 qui est égal à 28 et ainsi de suite. Finalement, pour le coût marginal, donc on l'obtient en divisant la variation du coût total par la variation de la quantité. Alors c'est 100 moins 50 divisé par 1 moins 0 qui est égal à 50 pour produire une unité. Le coût marginal du deuxième unité, c'est 128 moins 100 divisé par 2 moins 1 qui est égal à 28. Pour le coût marginal de la troisième unité, c'est 148 moins 128 divisé par 3 moins 2 qui est égal à 20 pour produire, ou bien pour le coût marginal de la quatrième unité, c'est 162 moins 148 divisé par 4 moins 3 qui est égal à 14 et ainsi de suite. Passons à la représentation graphique des courbes. Donc on peut remarquer que la courbe du coût marginal, du coût moyen et du coût variable moyen sont sous la forme d'une U, c'est-à-dire elle décroît jusqu'à un minimum puis elle s'accroisse. On constate également que la courbe du coût marginal coupe la courbe du coût moyen et du coût variable moyen en leur minimum. Donc nous arrivons à terminer l'analyse à court terme. Passons maintenant à l'analyse à long terme. Donc on sait déjà qu'à long terme, l'échelle de l'entreprise change. Cela veut dire que tous les facteurs de production varient et il n'y a pas un facteur fixe. Et les coûts seront donc moins élevés à chaque niveau de production. On obtient la courbe du coût moyen à long terme si en joignant les points optimaux du coût moyen à court terme. Il faut noter également qu'elle est sous la forme d'une U, donc on obtient graphiquement la courbe est sous la forme d'une U comme nous avons déjà mentionné. Donc la décroissance puis la croissance de cette courbe s'explique par le jeu de l'économie d'échelle et des économies d'échelle. En effet, lorsque l'augmentation de la quantité produite entraîne une diminution du coût unitaire, c'est-à-dire du coût moyen, ici on parle de l'économie d'échelle. Par contre, l'augmentation de la production si l'augmentation de la production engendre un accroissement du coût moyen, c'est ce qu'on appelle la déséconomie d'échelle. Passons maintenant à la section qui traite le profit de l'entreprise. Donc on sait déjà que l'objectif de l'entreprise n'est pas produire pour produire, mais pour réaliser un profit. Donc alors il est indispensable de savoir comment l'entreprise peut maximiser son profit. Donc généralement le profit est défini est calculé par la différence entre les recettes totales et les coûts totaux. Donc la recette totale, bien sûr, elle est en fonction de la quantité produite et le coût total également est en fonction de la quantité produite. Donc on peut dire que le profit est également une fonction de la quantité produite. Donc le profit atteint son maximum lorsque
sa dérivée est égale à 0. C'est-à-dire lorsque la dérivée de la recette totale moins la dérivée du coût total égale à 0. Cela veut dire donc la condition de la maximisation du profit est que la recette marginale égale au coût marginal. Et on sait déjà que la recette marginale, marginale est représentée par le prix. Donc la condition sera P égale à, bien sûr, au coût marginal. Graphiquement, on peut déterminer le profit et la quantité qui le maximise comme suit. Donc, il faut savoir que dans un marché de concurrence pure et parfaite, le prix de vente est donné. Et la condition pour maximiser le profit, c'est l'égalité entre ce prix et le coût marginal. Donc, lorsque le coût marginal atteint le point D, l'entreprise maximise son profit. Et pour calculer le profit unitaire, on doit calculer la différence entre le prix et la projection du point D sur la courbe du coût moyen, c'est-à-dire le point B dans ce cas. Alors la différence entre P et le point A permet de calculer le profit unitaire. Et pour déterminer la quantité qui maximise le profit, il suffit de projeter le point D également sur l'axe des abscisses, représenté dans ce graphe par Q étoile. Donc le profit total de l'entreprise est la quantité Q étoile fois le profit unitaire qui est égal à P moins, ou bien à la distance PA. On peut remarquer que le prix est représenté par une droite horizontale car il est invariable par rapport à la quantité. La droite rencontre la courbe de coût marginal au point D, ce qui détermine la quantité optimale qui maximise le profit. Donc c'est Q étoile. On peut remarquer également que le profit total de l'entreprise est égal au profit unitaire, donc soit la distance entre le point B et le point D, multiplié par la quantité optimale représentée par la distance entre O et Q étoile. O, c'est l'origine des axes. Donc, on peut calculer le profit en calculant la surface du rectangle PDBA, qui permet de calculer le profit de l'entreprise. On peut constater également que la courbe du coût marginal est donc représente la courbe de l'offre de l'entreprise. Donc, passons maintenant à la partie qui touche l'offre de l'entreprise. En effet, comme nous avons déjà souligné, la courbe d'offre est confondue avec la partie ou bien la portion croissante de la courbe du coût marginal. Cette courbe exprime la relation existante entre les divers prix et les quantités offertes. À l'instar de la demande, on peut énoncer la loi de l'offre comme suit. La quantité de l'offre varie dans le même sens des prix. Autrement dit, si le prix augmente, la quantité offerte augmente aussi et vice-versa. À partir de cette courbe, nous pouvons déterminer ce qu'on appelle le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité. Pour le seuil de fermeture, on l'atteint lorsque le prix du marché égale au minimum du coût variable moyen, c'est-à-dire que l'entreprise peut couvrir tous les coûts variables et non pas bien sûr les coûts fixes. Il faut savoir que si le prix du marché, qui est déterminé bien sûr par le marché, est inférieur à ce seuil, c'est-à-dire est inférieur au seuil de fermeture, l'entreprise n'a pas intérêt à produire. Concernant le seuil de fermeture, il est déterminé lorsque le prix égale au minimum du coût moyen. Au-delà de ce seuil, la firme commence à réaliser bien sûr des profits. Graphiquement, on peut déterminer le seuil de fermeture lorsque la courbe du coût marginal coupe la courbe du coût variable moyen. Alors, on peut déterminer le seuil de rentabilité lorsque la courbe du coût marginal coupe la courbe du coût moyen.
nous avons déjà signalé que la courbe du coût marginal coupe les deux courbes ont leur minimum. Mathématiquement, le seuil de rentabilité, c'est le coût moyen minime, alors que le seuil de fermeture, c'est le coût variable moyen minime. C'est le minimum du coût variable moyen, bien sûr. Concernant la fonction de l'offre, donc l'offre, bien sûr, c'est la quantité que l'entreprise décide de produire en connaissant le prix de vente de sa production. Pour déterminer cette quantité, on doit distinguer trois cas, ou bien trois situations. La première, si le prix de marché est inférieur au minimum du coût variable moyen. Dans ce cas, l'offre de l'entreprise est nulle et le producteur n'a pas intérêt à produire. Par contre, si le prix de marché est supérieur au minimum du coût variable moyen, l'offre de l'entreprise dans ce cas est positive et il croît avec le prix en suivant la courbe du coût marginal. Donc c'est ce qu'on appelle la courbe d'offre de courte période qui est représentée par la partie de la courbe du coût marginal qui bien sûr doit être supérieur au seuil de fermeture. Par contre, si le prix est supérieur au minimum du coût moyen, il s'agit ici de l'offre en longue période et la courbe de l'offre correspond à la portion de la courbe du coût marginal supérieur au seuil de rentabilité. Pour l'élasticité de l'offre, donc cette élasticité mesure la sensibilité de la quantité offerte face aux variations des prix. Il indique de quel pourcentage l'offre va varier quand le prix varie par 1%. Donc elle est calculée en utilisant la formule suivante. Donc c'est la variation de la quantité divisée par la variation du prix multipliée par le prix sur la quantité. Donc si l'élasticité est égale à 1, on parle ici de l'élasticité unitaire, et donc la droite de l'offre dans ce cas passe par l'origine des axes. Alors que si l'élasticité est inférieure à 1, l'offre dans ce cas est inélastique, c'est-à-dire si le prix varie par 1%, la quantité offerte varie par un pourcentage inférieur à 1%. Par contre, lorsque l'élasticité est supérieure à 1, on parle ici de l'offre élastique. Cela veut dire que si le prix varie par 1%, l'offre varie par un pourcentage supérieur à 1%. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.